Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce numéro de débat du dimanche. Autour de cette table, Adam Thiam du Républicain de Arawan Express, Maître Mamadou Konaté, avocat, et Makan Kone, directeur de publication de la Nouvelle Libération et président de la Maison de la Presse du Mali, et Alexis Kalambri des Échos. Monsieur, bonsoir. Premier sujet de ce débat, reprise de la troisième session des négociations de paix intermaliennes à Alger, sous les auspices de la communauté internationale. Représentants du gouvernement malien et groupes armés se sont à nouveau retrouvés dans la capitale algérienne, mais cette fois-ci, l'objectif est de trouver un accord qui pourrait être signé fin octobre. Adam Thiam, vous y croyez? Oui, je crois. Je pense que il y a de sérieux indices de penser que cette fois-ci, c'est la bonne. En tout cas, pour ce qui est de l'accord politique et qui sera signé à Bamako, la question, ce n'est plus, à mon avis, est-ce qu'il y aura un accord, mais comment désormais on va gérer le Nord une fois que cet accord est signé à Bamako, et ce n'est pas la chose la plus facile parce que le pays n'a pas beaucoup de ressources. Nous n'avons plus comme il y a un an, nous ne sommes plus comme il y a un an le chouchou de la communauté internationale. Les groupes armés sont montés en puissance alors que l'État malien à travers son armée s'est affaibli. Donc c'est ça les données qu'il faut gérer après la conclusion d'un accord qui me paraît plausible. Maître Mamadou Konaté, pourquoi négocier à Alger mais venir signer les accords à Bamako? Je pense que ça, c'est des choix politiques. C'est peut-être les politiques qui peuvent le mieux répondre à cette question. Mais juste pour aller à la suite de Adam, je partage parfaitement bien cette opinion qui est qu'aujourd'hui, sur l'accord en tant que tel, nous allons l'avoir au plan politique. Le contenu de l'accord, on peut encore s'interroger sur un certain nombre de points là-dessus. Mais qu'est-ce qui va nous permettre aujourd'hui de financer cet accord? Parce que le volet financier de cet accord est aussi important que le volet politique de cet accord. Et en même temps, quelle va être la conduite des acteurs, justement, de cet accord par rapport à cet accord une fois signé? Il faut maintenir un certain nombre de calme et un certain nombre de sécurité sur le territoire national, y compris au nord du Mali. Et deuxièmement, il faut qu'aujourd'hui, des protagonistes hier qui ont porté les armes soient capables aujourd'hui de parler au plan politique et avec surtout des argumentaires politiques, mais pas des argumentaires militaires. Et troisièmement, je pense que la confiance absolue doit régner aussi bien sur cet accord que sur l'environnement de cet accord. Et de ce point de vue-là, encore une fois, je pense que l'État du Mali est en première ligne. Makan Kone, il y a la pression de la communauté internationale et sur le président Ibrahim Boubacar Keïta et sur le groupe armé. Est-ce que cela ne va pas précipiter les choses, précipiter les accords qu'on va regretter par la suite? Non, même pas c'est là. Moi, je crois à un accord, mais je ne crois pas à un accord définitif. Vous savez, il n'y a jamais un accord définitif. Et puis par rapport à la question du Nord, je me demande si on peut la régler simplement qu'en signant des accords. Vous avez vu, c'est d'abord la nature même de ceux avec qui nous négocions. C'est la multiplicité et la duplicité même des groupes qui sont au Nord. Il y a cela. Vous avez vu ce qui se passe à Intilit et à Tessit récemment. Je crois qu'il y aura un accord, mais il n'y aura pas un accord définitif éternellement que la crise est finie et tout. Non. La solution du Nord, ça va paraître bizarre quand je vais la dire, mais je crois que c'est qu'il faut que le Mali soit capable de sécuriser ses frontières, toutes ses frontières. Moi, mon avis est qu'il n'y a aucune solution à la fin de la crise au Nord. C'est pas qu'on ait en tout cas une armée professionnelle dissuasive, avec une présence dissuasive sur le terrain. Tant que les gens de l'autre côté sauront que militairement on ne peut pas les vaincre, il n'y aura pas d'accord, ça va se reprendre. Et puis, quand vous voyez les documents, j'ai eu la chance de lire un peu les propositions du gouvernement et celles des groupes armés. Je me dis qu'il y aura difficilement un accord à 100%, que tout le monde se mette d'accord. Alexis Kalambri. Non, d'abord, je crois, comme disait Adam, qu'il y aura un accord. Parce que, disons, la nouveauté cette fois-ci, c'est d'abord que ce n'est pas à la limite bipartite. On a toute la communauté internationale qui a un rôle, pas seulement d'observateur, mais qui est à peu près témoin des accords, qui verra peut-être l'applicabilité et qui fera le suivi. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quand même que la réalité du terrain est en train de changer,
que la société civile des zones occupées surtout, et disons, affirme de jour en jour, a fait toujours plus son ras-le-bol. Donc, je pense qu'on a suffisamment d'arguments et de faits qui, mis bout à bout, montrent les prémices d'un accord qui peut être durable. Il est évident qu'une paix peut être fragile, que ça a consolidé. Il y a un manque de confiance qu'il faut instaurer, mais justement l'avantage de la présence de la communauté internationale réside à ce niveau-là. Adam Thiam, les derniers accrochages entre le Gatia et le MNLA, est-ce que cela ne va pas compliquer davantage les négociations à Alger? Est-ce que ces groupes armés-là vont discuter de bonne foi? Oui, ça fait partie effectivement des problèmes qu'il faut gérer une fois les accords signés. Parce que mais les diplomates samedi à Alger se sont inquiétés plutôt de cette multiplication des actes terroristes dans le Nord. Bien sûr, c'est la privatisation de la sécurité, la tribalisation de la sécurité sont des problèmes. C'est Gatia aujourd'hui, ça pourrait être notre groupe demain. Si, par exemple, l'exemple de Gatia prospère en même temps, il faut se demander pourquoi un groupe comme Gatia est né. C'est parce que les fondateurs de Gatia pensent qu'ils sont laissés pour compte et ils veulent désormais compter dans les négociations. Mais ça fait partie des problèmes qu'il va falloir gérer. Ce n'est pas le seul. La question des djihadistes n'est pas réglée, n'est pas prise en charge réellement à Alger, même si on a entendu des sources tout à l'heure dire qu'il faut que les groupes armés qui sont en train de négocier à Kidal prouvent qu'ils ne sont pas les complices des djihadistes qui attaquent le Nord. Et Magan Koné le disait, c'est-à-dire nous n'avons pas aujourd'hui une armée capable d'assurer la sécurité dans le Nord. Elle va dépendre des Français, elle va dépendre de la MINUSMA. Et donc ça, c'est très bien tant que nous sommes avec la communauté internationale, mais je ne crois pas qu'ils peuvent éternellement sécuriser le Mali à notre place. Oui, Alexis, rapidement, avant de lire la réaction d'un téléspectateur. Oui, en même temps, je ne crois pas trop que, en fait, c'est vrai, on a comme une inversion, de plus en plus une inversion des forces de tendances sur le terrain, due par exemple au Gatia, qui est une milice qui n'est pas de l'État comme de l'autre, mais qui, après Intilit, a pris Tessalit et ainsi de suite. Mais Tessit, ok. Mais ce qu'il faut ajouter pour contrebalancer, c'est que Barkhane a arrêté des gens qu'on reconnaît de Mujiao, qui sont à la base de l'attaque du camp de la MINUSMA. Ils disent le Assyria. Donc Assyria qui se réclame quand même, disons qu'on reconnaît un mouvement fréquentable et qui joue de la duplicité, comme disait le président Macan. Et je le disais, je parlais de la société civile. J'ai vu à Bamako un mouvement qui est de plus en plus actif, pas à mon nom. Comme disait négociez pas à mon nom. Voilà, négociez pas à mon nom. Donc, qui sont des ressortissants du Nord, toutes les communautés confondues, et qui se battent, qui font valoir le droit d'avoir, disons, ou qui ne veulent pas reconnaître en cela une quelconque légitimité. Voilà, on a la réaction de Zoumana Traoré sur Facebook qui dit que les accrochages entre Gatia et le MNLA montrent à la communauté internationale que le MNLA ne représente aucunement les communautés du nord du Mali. Adam Thiam, est-ce vrai? Bon, je vais peut-être passer la parole rapidement à Konaté. Allez-y. Mais je crois, oui, c'est connu que le MNLA ne représente pas le Nord. Ça, c'est évident, c'est connu, ça a été dénoncé, et je pense que c'est bien de le rappeler. Je pense que c'est aussi très bien d'interpeller le Assyria qui est à Alger pour négocier et qui est capable effectivement de prêter ses cagoules à des djihadistes qui ont attaqué récemment Kidal et qui ont peut-être attaqué à Menaka ou à Guelok il n'y a pas longtemps. Maître Mamadou Konaté. En plus du ACUA, il faut quand même rappeler aussi que parmi les personnes qui ont été arrêtées aujourd'hui, encore une fois, qui sont juste présumées être impliquées dans cette affaire de la MINUSMA, il y a quand même un salarié de la MINUSMA également qui est dedans. En tout cas, ce qu'en dit un peu les informations. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut simplement aujourd'hui que
on ait un peu plus de précision dans la volonté claire de cette communauté internationale d'aller ou de ne pas aller. Je ne peux pas comprendre, comme tantôt on l'avait exprimé, que ce qui arrivait au nord du point de vue de l'insécurité était un problème de sécurité intérieure. Or, ce problème de sécurité intérieure est celui-là quand même qui a déterminé cette communauté internationale à être sur le terrain et puis prendre les armes et puis essayer de booster dehors un peu les gens. Donc j'ai tendance à penser que Barkhane, c'est quand Barkhane veut. C'est quand Barkhane veut. Quand Barkhane veut que ça se calme, ça se calme. Quand Barkhane ne veut pas que ça se calme pas, ça se calme pas. Tout récemment, il y a eu une opération conjointe de soldats de l'amunissement, l'armée malienne, et puis l'opération Barkhane. Mais la conclusion, c'est qu'il y a eu, ils ont dit qu'ils n'ont vu aucun ennemi, mais c'est surprenant. Mais ils voient jamais d'ennemis. Sauf que aujourd'hui, ce sont quand même des soldats africains et étrangers en première ligne qui sont attaqués dans leur intégrité physique. C'est d'autant plus grave aujourd'hui qu'on risque même de remettre en cause la présence internationale sur le Mali. Donc aujourd'hui, moi je dis, c'est quand Barkhane veut que Barkhane y va, quand Barkhane ne veut pas, Barkhane n'y va pas. De ce point de vue-là, il faut que la communauté internationale clarifie sa position. Je pense que ça c'est exact. Mais en même temps, on peut poser la même question sur l'armée malienne. C'est évident. On ne peut pas être souverain, indépendant avec l'armée des autres, comme disait l'autre. C'est évident, voilà. Adam. Et encore plus, il faut pousser encore, on se pose la question de savoir que les moments de grande souffrance que nous vivons nous font quand même la démonstration nette que pour l'instant, on n'a pas d'armée. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas, Alexis, il n'y a pas eu erreur de jugement s'agissant du déploiement des forces de l'amunissement dans le nord du Mali? La plupart sont issus des pays qui ne sont pas habitués à la guerre dans le désert. Est-ce que ça, c'est pas un point de faiblesse? Il n'y a pas erreur. Faites un plaidoyer pour le Tchad. Pas du tout. Il faut saluer le Tchad quand même. Je voudrais quand même nuancer. Je pense que l'armée a commencé à monter. Il semble qu'ils sont déjà dans le gourmand pour ratisser. C'est déjà un grand pas. Et de l'autre côté, je crois qu'au départ, il y a eu un problème de bonne foi de la France. Parce qu'ils auraient pu terminer le boulot, amener les gens à discuter et s'entendre, qu'on n'aurait pas connu tout ça. Ils ont fait le travail à moitié, ils ont divisé la poire en deux, ça a mené ce que ça a mené. Okay. Oui, mais je voulais juste dire par rapport à Intilit. On va non, par rapport à Intilit, je voulais juste faire une remarque par rapport au communiqué. J'ai lu un communiqué où le gouvernement lui-même situe Intilit dans le cercle d'Ansongo. C'est dangereux quand même. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème entre le sud et le nord Mali. En fait, on a l'impression que nos autorités ne connaissent pas le nord. C'est pas vrai. C'est-à-dire que Intilit est dans le Gourma. Ansongo, c'est dans les Hausa. C'est de l'autre côté, c'est des deux côtés du fleuve Niger. Donc, c'est même pas la même chose. Il faut faire appel à des géographes. Voilà. Non, même pas. Il y a des Maliens qui s'intéressent à la géographie du Mali. C'est ce qui est important en tant qu'autorité. C'est normal. On ne peut pas faire un communiqué où on dit qu'Intilit est dans le secteur d'Ansongo. Ça n'a rien à voir. C'est très loin. Il est signé de qui le communiqué? Du gouvernement. Voilà. Donc, en plus comment de ça, est-ce qu'une telle erreur puisse glisser dans un communiqué officiel du gouvernement alors qu'il y a tout un... Et les militaires. Mais il y a aussi qu'Intilit, c'est important. En fait, moi, je crois que par rapport à Intilit, c'est une zone très dotée en eau, en élevage et tout. Donc, le fait qu'aujourd'hui que les drapeaux maliens flottent à Intilit, c'est une très bonne chose. Il y a deux mares à Intilit, la mare d'Intilit, la mare de Doro. Donc, même le fait de bouter le MNLA hors d'Intilit, c'est extrêmement important. Et puis, Intilit fait frontière avec le Burkina Faso. Si on sait que les MNLA, la présence du MNLA au Niger, et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas partir d'Intilit, c'est extrêmement important. Et pour le Mali également. Plus que ça, moi je crois que c'est inquiétant et rassurant en même temps. Inquiétant parce que, encore une fois, on voit, malgré le fait qu'on ait une armée et tout, les groupes armés se permettent de se battre sur notre territoire, en tout cas une zone qui est considérée comme notre territoire. Ça, c'est encore inquiétant et ça doit même ouvrir les yeux à la communauté internationale. Mais ce qui est rassurant pour moi, je crois, quelle que soit la façon dont le MNA est parti, que l'armée malienne soit complice ou pas, comme les gens le disent, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, au moins, on est rassuré que le drapeau malien flotte sur deux autres villes du pays. C'est extrêmement important. Maintenant, par rapport à ce qu'on disait pour Barkhane, les derniers attentats ont un peu ouvert les yeux à la communauté internationale. Elle a compris finalement que ceux qui se réclament de cette zone, qui croient qu'ils peuvent contrôler, en fait, ils ne peuvent rien. Parce que pendant que le MNLA, les HE, tous négociés à Alger, ont dû
les militaires de l'ONU et on tue principalement les ressortissants de pays qui sont contre la partition du Mali. C'est le Tchad, c'est le Niger, c'est le Sénégal. Donc la communauté internationale, c'est pas pour rien que mon grand frère Adam Tchao en a fait allusion, les propos du chef des opérations militaires du LV, c'est pas gratuit. Et ils ont compris aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas sécuriser notre pays, un pays souverain, sans notre armée. Adam Tchao voulait réagir. Hein. Non, celui qui avait dit en la France que je n'étais pas d'accord. Non, je dis, bon, c'est évident que il y a des ambiguïtés, aussi bien, en fait, en tout cas, je sais qu'au début, la France, avec le MNLA, c'était pas clair. J'ai entendu ce matin les Nations Unies demander que le HCEA, les groupes armés, soient très clairs et se dissocient des djihadistes. Ce qui veut dire, effectivement, qu'il est possible que les Nations Unies elles-mêmes ne puissent pas prouver que les groupes avec lesquels nous sommes en train de négocier ne sont pas des djihadistes. Ce qui amène effectivement à se demander simplement pourquoi il y a une résolution de ce genre. Mais la question, ça n'est pas ni les Nations Unies, ni la France. La question, c'est pourquoi notre armée n'est pas en mesure d'assurer la sécurité. Pourquoi elle est tombée en 2011, pourquoi elle est retombée le 23 mai, le 21 ou le 21 mai dernier. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour qu'ils puissent prendre très très vite la relève des forces internationales qui sont là et dont certains sont morts ici. On peut pas. En fait, ceux qui sont morts ici, que ce soit les Français, les Tchadiens, les Sénégalais sont morts pour le Mali. Ils ne sont pas venus jouer. Et puis il y a des ressources qui sont très importantes qui sont dépensées pour la sécurité du Mali. Il est temps que nous fassions nous-mêmes quelque chose. Donc que nous soyons sérieux avec les négociations, que nous sachions qu'il n'y a pas d'un côté nous-mêmes, le sud et le nord, parce que tous les problèmes du nord sont nés au sud, c'est des problèmes de gouvernance. Il va falloir simplement que nous reprenions le taureau par les cornes et que nous nous disions que plus jamais le nord ne doit être géré comme ça l'a été dans oui, une dernière question concernant les pourparlers d'Alger. Makan connaît 3 membres du gouvernement malien, 10 membres de chaque mouvement. Est-ce que cette réduction à des délégations permet de faciliter l'accord? Moi, je crois que ça pourrait permettre d'aller vite quand même, parce que vous savez, plus il y a de monde, comme on dit, plus on est de fou, plus on rit. Plus il y a de monde, plus les gens, excusez-moi, ils racontent des choses qui à la fin ne servent pas à grand-chose. Et puis, la dernière fois, vous avez vu... pourquoi cette inégalité? 3 membres du gouvernement malien, 10 de chaque mouvement. Bon, ça, je crois qu'il faut... On n'a pas forcément besoin. Parce qu'en vérité, le président a tracé la ligne rouge. Pour le reste, l'Algérie a le monopole des initiatives. L'autre chose, d'ailleurs, qu'on a oublié de dire, c'est que si l'Algérie impose son accord, elle émergera comme le déterminant majeur de la sécurité et nationale et sous-régionale dans un moment où effectivement le péril est beaucoup plus vaste qu'au niveau malien et donc ça c'est même un autre problème qu'il va falloir gérer, mais on n'a pas besoin d'une délégation pléthorique comme on l'a eu par le passé pour avoir un minimum d'accord à Alger, d'autant que l'acte final sera signé ici si j'ai bien compris à Bamako. Voilà, sur un tout autre plan, suite de la mission du Fonds monétaire international au Mali sur fond des polémiques à propos de l'achat de d'un avion présidentiel et de contrats passés par le ministère de la Défense pour plusieurs milliards de francs CFA. Mais cette mesure était de niveler les malentendus. Cette fois-ci, on est sûr, le Mali n'aura pas de crédit du Fonds monétaire international avant décembre. Mais de Mamadou Konaté, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement malien a pris comme mesure contre ceux qui sont impliqués dans cette affaire, à part les discours? Alors, déjà, comment le gouvernement malien lui-même est-il arrivé à cela? Je pense qu'il faut rappeler simplement, et en termes de préambule, qu'aujourd'hui, il y a un devoir absolu de communication et d'explication qui pèse sur le gouvernement de la République du Mali. Et deuxièmement, que le peuple en face, des citoyens, de la société civile, ont un droit légitime, justement, de se faire informer sur ce truc-là. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de fonds publics, de finances publiques, de patrimoine public, et que quelque engagement que ce soit dans ce domaine
domaine-là, les gens qui engagent les fonds publics doivent rendre compte de cela. Aussi bien sur la question de l'avion que sur la question des équipements militaires, de la fourniture de biens et services militaires, je pense que l'explication est de mise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays qui est relativement troublé par la suspicion. On est dans un pays aujourd'hui où, à la limite, tout le monde se suspecte. Et on est dans un pays aujourd'hui où les gens ont besoin de savoir. Et tant qu'on ne parle pas, la rumeur prend le pas sur tout cela. Le FMI est venu à jouer le rôle qui était le sien, à savoir aujourd'hui, j'ai donné de l'argent, je veux des explications par rapport à cela. Et dans l'engagement que le gouvernement de la République du Mali a pris par rapport au FMI, il y a un certain nombre de choses, dont la possibilité éventuellement de tirer au clair cette affaire-là. En le tirant au clair, on a positionné le vérificateur général d'une part, on a positionné la Cour suprême d'autre part, et je pense qu'un certain nombre d'autres personnes peuvent être positionnées. Le choix aujourd'hui pour le gouvernement de la République du Mali, c'est de savoir aujourd'hui si on opte pour le judiciaire d'un côté ou le politique de l'autre. Le judiciaire, ça ne semble pas être le cas. Le politique, oui, mais il n'est pas question aujourd'hui d'aller à l'Assemblée nationale pour mettre en place une commission d'enquête indépendante, une commission d'enquête parlementaire à l'intérieur de l'Assemblée nationale au regard de la configuration actuelle. Moi, je pense aujourd'hui que le gouvernement de la République du Mali doit aller. D'abord pour sa propre crédibilité. Et ensuite, pour l'obligation qui lui pèse, de mettre en place aujourd'hui une commission indépendante dans ce domaine-là, composée donc d'un certain nombre de gens qui soient crédibles, aussi bien de l'opposition que de la société civile, pour clarifier aujourd'hui. Ce qui m'importe à moi aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non les fonds publics du Trésor public ont été utilisés et frauduleusement utilisés, ont permis d'enrichir des personnes individuellement et ces personnes doivent être détectées. Jusque-là, aujourd'hui, tout ce que j'ai entendu ne donne pas la clarté parfaite par rapport à cela. Je pense qu'il y a un travail à faire. Adam Thiam. Je ne sais pas, c'est moi, ce que je pense de cette affaire, je l'ai dit la semaine dernière, je trouve que c'est dommage, c'est triste que nous ayons fait cet exercice sous la pression de l'extérieur. Parce qu'en vérité, l'efficience, donc, qui est la recherche de l'efficacité au coût le plus abordable possible, profite à la population malienne, c'est pas au FMI, ce n'est pas à la Banque mondiale, c'est aux populations maliennes que ça profite. Ça veut dire donc plus d'écoles, plus de routes, plus d'infrastructures, si tout est fait correctement. C'est donc dommage que nous ayons, que ce soit le couteau sous la gorge, que nous nous soyons prêtés à cet exercice. Et je ne trouve pas sérieux non plus que nous ayons pu un moment communiquer sur des rapports provisoires, quelle que soit la pression. Les rapports, la dignité des gens, des Maliens est à respecter. On ne peut pas communiquer sur un rapport provisoire. Or, il me semble bien qu'au moins sur un rapport, on l'a fait. Et je suis d'accord, personne ne doit, le président l'a dit, il a dit que personne ne s'enrichira sous son mandat illégalement. Il doit être pris au mot. Il faut que les sanctions tombent au cas où, effectivement, c'est avéré qu'il y a eu, je ne sais pas comment on appelle ça, enrichissement personnel frauduleux dans cette affaire. Voilà, là où nous avons quelques réactions sur notre page Facebook. Pour Karim Fomba, il dit que la corruption gangrène toutes les couches de la société malienne, a commencé par le gouvernement, le président Ibrahim Boubacar Keïta et les ministres impliqués. Siaka Kouma lui aussi dit que la suite à donner au rapport du vérificateur général est simple. Le président Ibrahim Boubacar Keïta doit dissoudre son gouvernement et écarter tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Alexis, oui, je voulais d'abord répondre sur ce qu'Adam a dit. Effectivement, au moins pour le véhicule, c'était un rapport provisoire. J'ai vu que Soumelou a réagi presque point par point pour, disons, contester, clarifier. Je pense que c'est à prendre en compte. Et l'autre aspect, c'est que le procureur a ouvert une information judiciaire quand même. Donc, c'est important. Ça veut dire qu'il y aura une suite judiciaire probablement, même s'il y a un aspect politique, il y aura certainement une suite judiciaire. Et effectivement, on n'avait pas besoin d'attendre les institutions internationales pour nous battre pour la redevabilité, pour la bonne gouvernance. Ça, c'est le côté dommage. Mais Alexis, il faut quand même des garde-fous pour permettre la transparence, la bonne gouvernance quand on injecte ces sous. Ça devait venir de nous d'abord, parce que au niveau local...
au niveau local, nous avons suffisamment d'instruments. On a le vérificateur, on a les contrôleurs, on a la Cour suprême, on a à la CI. Donc il y a beaucoup de choses. Malgré tout, on a eu l'article 8. C'est quoi l'article 8? L'article 8 est l'article qui a permis effectivement que ces transactions se fassent. Cet acte a permis beaucoup de transactions. Justement, c'est ça. Plus parce que ça a été corrigé. Ça a été corrigé après. Et la loi n'est pas rétroactive. En fait, si on ne fait pas attention, tout ça risque de ne pas donner grand-chose. Parce que il suffit simplement de se baser sur l'article 8. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport... L'article 8 ancien. Oui, mais tout ça, ça a été... Et la loi, elle est rétroactive par rapport à ça, oui ou non? Non. Si on se base... Non, je ne sais pas. Si on se base sur ça, les faits, ils sont là, ou disons, ça s'est passé, c'est très clair. Mais là, tout le monde se base sur cet article 8 pour dire c'est parce que. Et c'est juste quand on a fait du bruit qu'on a convoqué un conseil des ministres extraordinaire pour passer sur ça. Ce qui s'est passé est très grave. En tout cas, c'est... Maintenant, pour la suite, je crois que le peuple, comme l'a dit M. Konaté, on doit avoir... Il doit avoir des sanctions, ou en tout cas, on doit comprendre, être convaincu, le peuple lui-même doit avoir le preuve, voir que par rapport à ce qui s'est passé, à tout ça, des mesures ont été prises, l'État a décidé, en tout cas, ou le président de la République simplement a décidé de faire quelque chose. Ça ne peut pas rester... Mais est-ce que vous pensez que si les enquêteurs du Fonds monétaire international n'étaient pas venus à Bamako, est-ce que cette affaire-là aura pris l'ampleur qu'elle a aujourd'hui? Non, pas franchement. Le Premier ministre s'est même évertué à convaincre. Il faut quand même rendre un vibrant hommage à une certaine opposition quand même qui a été l'une des premières à alerter sur ça. Et la presse aussi. Et la presse aussi. Non, concomitamment. Parce que la presse a été le relais justement de cette opposition politique. Mais au-delà, ce qui est le plus important, c'est que, Makan l'a dit tout à l'heure, il faut mettre des instruments en place pour d'abord, anticiper ce genre de situation, et deuxièmement, lorsqu'ils arrivent, éventuellement que l'on soit capable de les appréhender et puis de les traiter comme il le faut. Je pars du principe qu'il y a de la présomption ici. C'est pour cela que je demande une commission d'enquête indépendante pour voir clair. Au final, ce qui est le plus important, c'est de savoir si oui ou non le trésor public a été appauvri. Si oui ou non cet appauvrissement a permis à des individus de s'enrichir. Nous avons la loi sur l'enrichissement illicite qui a été prise. Malheureusement, le décret d'application n'a pas été pris. Ça nous aurait permis au moins, une fois que le champ des personnes qui sont assujetties à la déclaration de patrimoine est élargi jusqu'au juge, jusqu'à un certain nombre d'autorités publiques administratives, ça nous aurait permis de mettre en place un dispositif en place. Je pense qu'il faut appeler, d'une part, au complément de la loi sur l'enrichissement illicite, et d'autre part, il faut mettre aujourd'hui les organismes adéquats qui nous permettent aujourd'hui d'appréhender cela, éventuellement de les traiter. Ce qui est arrivé est grave jusqu'à preuve du contraire. Ce qui est arrivé doit être compris, mais ce qui est arrivé doit être d'abord cerné. Et encore une fois, pour moi, j'attends une commission d'enquête. Vous savez, les ouvertures d'informations au niveau des parquets, je veux bien. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important pour le peuple, il y a une dimension informative qu'il faut donner. Qui a fait quoi? Qui a permis de faire quoi? Qui a permis de, ainsi de suite, pour qu'au bout du compte, peut-être qu'on s'en prend à des gens, peut-être qu'on s'en prend à des gens à tort, peut-être qu'on s'en prend à des... On oublie un certain nombre de gens, mais aujourd'hui, je pense qu'il est du devoir absolu du gouvernement de la République du Mali de pouvoir prendre en main cette affaire. Mais alors, pourquoi est-ce que la primature s'est précipitée à mettre à la disposition du public le rapport du vérificateur général? Moi, quand on connaît. Il n'y a pas de rapport du vérificateur général pour l'instant. Non, rapport provisoire. Il n'y a pas de rapport du vérificateur général pour l'instant. La primature a publié, moi ce que j'ai vu, c'est le rapport de la Cour suprême. Maintenant, l'autre rapport définitif. Non, mais je ne vois pas de malice là-dedans. Pour qui connaît Mara, c'est-à-dire qui a son agenda au quotidien sur, qui est publié, qui est transparent. Mais est-ce que c'est pas mettre le chariot avant le bœuf tant qu'on n'a pas encore mis en place une commission d'enquête indépendante? Oui, Adam Thiam. On a entendu les gens de FMI et les membres du gouvernement crier une surfacturation de 29 milliards. Tous ont commis la faute. Ok, ça n'existe pas dans le rapport de la section de la Cour suprême. Du tout. Alors, je ne sais pas si ça existe dans le rapport du vérificateur général. Non, le vérificateur qui est provisoire. Si ça n'existe pas, alors je ne vois pas d'où vient cette communication et pourquoi. Parce que c'est le Mali que ça affaiblit. Ce n'est pas acceptable
que des dirigeants maliens disent ça ou laissent dire ça si ce n'est dans aucun rapport. Et c'est à mon avis, c'est ça le scandale. C'est-à-dire, nous sommes en train de... Mais un pays peut avoir un peu de souveraineté. On a très bien vu la Grèce mettre le FMI à la porte. N'est-ce pas? Je ne demande pas qu'on le fasse. Je ne demande pas qu'on le fasse parce que ce qui s'est passé est très honteux. C'est-à-dire le montage était mafieux dès au départ. Et ce n'est pas normal que ça se passe. On n'a pas besoin du FMI pour que ça ne se fasse pas. Mais à partir du moment où on est un État, on ne peut pas venir. Moi, je peux pas accepter qu'on soit là devant un organisme comme le FMI et laisser dire qu'il y a eu un détournement de 29 milliards qui n'existe pas dans le rapport, en tout cas, que j'ai lu jusqu'à présent. Oui, je suis pas d'accord quand on dit qu'on n'a pas besoin de... Si, on a besoin du FMI. La preuve qu'on a, c'est que... Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin du FMI. Ah non, pour découvrir qu'il y a eu tout ça. Voilà. Si, parce que la preuve, la presse a dénoncé, l'opposition a dénoncé, mais des hauts responsables même ont failli en arriver avec des journalistes pour dire qu'on est des apatrides et tout. On nous a qualifiés d'apatrides à la maison de la presse elle-même, simplement parce qu'on a dénoncé. Donc il le faut. Aujourd'hui, on est un pays qui a vraiment besoin... La transparence doit s'imposer. Besoin de transparence. Maintenant, si nous-mêmes ici, nos dirigeants ne peuvent pas l'imposer cette transparence, mais on a ceux qui nous donnent leurs sous, ceux qui nous permettent de payer les fonctionnaires, ils vont le faire, c'est clair. Ce que je voulais dire, simplement, c'est que il n'aurait pas dû y avoir ce genre de marché. Point. Okay. Oui, voilà, Maître Konaté, allez-y. Juste en 2 mots, ce que dit Magan, je le comprends, mais je comprends encore mieux ce que dit Adam par rapport au FMI, par rapport aux limites absolues dans la reconnaissance, 1, qu'on est un État, 2, qu'on est un État souverain. Je n'exclus pas le fait que lorsque ça se passe mal et qu'on n'est pas capable de pouvoir dire que ça se passe mal à l'intérieur, que d'autres viennent dire que ça se passe mal. Mais une fois qu'on a dit que ça se passe mal, la dictée doit s'arrêter là. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un a pris le risque de communiquer assez faussement dans le dossier sur la base de rapports en toi qui ne l'ont pas repris pour dire qu'il y a eu 29 millions de surfacturation. Milliards de surfacturation. C'est une information aujourd'hui. S'il n'est pas avéré, celui qui est derrière cette information a donné une fausse information. Deuxièmement, c'est une question de mesure et de limite. Aujourd'hui, qui a eu accès au rapport? Mais est-ce que le gouvernement malien a démenti cette information? Je termine juste. Non, mais est-ce que le gouvernement malien est à même de pouvoir déterminer dans la mesure où le gouvernement malien ne sait pas d'où vient, ce n'est pas sourcé, les 29 milliards de francs CFA. Ce que je dis, accepter ça. Ce que je dis pour terminer juste, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un a dû pousser les limites. C'est une question de mesure. Le gouvernement du Mali a pu avoir contact avec le vérificateur général dans le cadre de ces investigations. Le FMI, pareil. Entre les deux, quelqu'un a donné une information qui ne devrait pas être donnée. Attendons le rapport général du vérificateur général et nous allons épiloguer là-dessus. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que plus jamais la question de la transparence doit être mise derrière et doit être devant. Le peuple du Mali est exigeant, le peuple du Mali veut savoir, c'est un devoir. Mais est-ce qu'il veut savoir? Parce que chaque fois qu'il s'agit de bouger contre le fédéralisme, il est là. Ou le Nord. Le peuple ne veut pas savoir. Adam, tu es le peuple, tu veux savoir. Seulement, moi je crois, il n'est là que sur le Nord. Je crains, comme je l'ai dit, je crains que par rapport à tout ça, on fasse beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a été prouvé nulle part que tout ça a été fait réellement. Maître Konaté vient de le dire. Même la source des 29 milliards, elle n'est pas connue. Nous, on croit que c'était en tout cas, c'est venu suite à la mission du Fonds monétaire international. La Cour suprême ne l'a pas mentionné. Le Mali est un État souverain et le gouvernement aurait pu contester quand même cette désinformation. Oui, mais on attend la justice. Ça, c'est le rôle de la justice désormais. Je crois que ce dossier d'ailleurs, maintenant, il doit être mis au niveau de la justice, puis que les citoyens patientent voir. Mais on est obligé de savoir. Ça, c'est très clair. On est obligé, que ce soit vrai ou faux, il faut qu'à un moment donné, et très tôt, que le gouvernement, comme l'a dit un de mes aînés autour de la table, que le gouvernement sorte pour dire il y a eu ça, c'est ça qu'il y a eu, cette information était vraie, cette information était fausse. Et puis aussi qu'on dise aujourd'hui si l'argent sorti a permis ou non d'acquérir des armes. Où sont les armes? Oui, parce qu'on a dit qu'il y a un marché. Où sont les armes? Où sont les armes par rapport à un marché? Non, apparemment, il y a un certain nombre de magasins qui sont remplis d'armes. Donc là aussi, il faut répondre. Il y a autre chose. Il y a aussi par rapport à un contrat qui a été signé par deux personnes. On cite le nom d'une personne. Tu fais le juge, là. À tout va. Mais il y a un autre dont on ne parle même pas.
D'accord. Il est clair qu'il n'y aurait pas de décaissement avant décembre. Est-ce que les caisses de l'État malien sont suffisamment pleines pour faire face à cette situation avant décembre? Bon, je l'espère, parce que je ne suis pas à un niveau où je peux... où je connais l'état des caisses maliennes. Sauf l'aide à la presse. Sauf l'aide à la presse, bien sûr. Qui ne vient pas... Non, qui traîne un peu cette année, encore. Mais j'espère, et puis il faut prier. En fait, c'est une question de patriotisme. Moi, je crois qu'aujourd'hui, souhaitons que l'État soit, à moins en tout cas, de subvenir à ses devoirs régaliens, à ses charges régaliennes et tout. Mais non, la question n'est même pas à ce niveau. Alexis, c'est-à-dire, on est dans une situation où aucun sou n'est de trop. Donc, même si les caisses sont en mesure de faire face aux dépenses courantes, si on avait, disons, le quitus des institutions de Bretton Woods et les subventions qui vont avec, ben, ça servira toujours, ce sera toujours un plus. Et vous voyez, mais on n'a même plus les ordures qui sont ramassées. Abondance de biens et nuits, jamais. Voilà. Store et nos sorts. Tout autre chose à présent, le procès de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, débutera le 22 octobre et se tiendra à Abidjan, arrêté le 11 avril 2011 en compagnie de son mari Simone Gbagbo et sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes contre l'humanité. Mais la justice ivoirienne refuse qu'elle soit jugée à La Haye, où Laurent Gbagbo, son époux, est incarcéré depuis plus de 2 ans maintenant, arguant que son système judiciaire est désormais en mesure d'organiser un procès équitable pour Simone Gbagbo. Maître Mamadou Konaté, enfin, la Côte d'Ivoire décide de juger Simone Gbagbo à Abidjan, alors que son époux, qui est poursuivi pour les mêmes crimes, les mêmes faits, crimes contre l'humanité, est à La Haye. Pourquoi? Voyez, vous mettez le doigt vous-même dans l'incohérence absolue. Imaginez simplement que ce procès s'ouvre le 22 et que le premier témoin appelé à la barre par Simone Gbagbo soit son mari. Est-ce qu'il va venir témoigner? Premier point. Deuxième point, on est en train de juger de la même affaire à Abidjan et probablement à la CPI. Imaginez simplement que dans la perception de ces deux juges, il y ait une contrariété. Troisièmement, en définitive, quel est le message que l'on veut lancer aujourd'hui au peuple de Côte d'Ivoire par rapport à ce procès-là? C'est plus jamais ça. Mais on ne peut pas faire plus jamais ça en Côte d'Ivoire et plus jamais ça à la CPI. De manière générale, je pense que sur le principe déjà, juger en soi, c'est une bonne chose. Mais en plus de juger, il faut que l'on aille aujourd'hui vers une justice pertinente, vers une justice cohérente. Je ne suis pas sûr que le déroulé actuel puisse nous y amener. Makankone? Je crois que c'est très politique tout ça. On a eu peur. Moi, je parle à un journaliste ou... mon grand frère a parlé à un juriste et à un avocat, c'est vrai. Maintenant, à sa suite, je dirais que tout ça est très politique. On a eu peur, je crois, de garder Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et d'essayer de le juger par rapport au mouvement et tout. C'est veut dire que la crise elle-même en Côte d'Ivoire, elle n'est pas finie. Maintenant, on en parlait un peu en off également. En Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que aujourd'hui on ne voit que les pro-Gbagbo qui sont jugés, qui sont à La Haye, qui sont traînés devant la justice? On sait qu'il y a eu des crimes de part et d'autre, et de la part des pro-Ouattara et de la part des pro-Gbagbo. Mais c'est bien que la Côte d'Ivoire puisse juger Simone à Abidjan. En tant qu'Africain, ça fait une fierté. Parce que ça ne fait pas aussi très joli de transporter nos chefs d'État à l'extérieur et essayer de les juger et tout. C'est que les Africains également qui sont là-bas. Donc vous avez l'impression que la CPI est faite pour les Africains? Oui, comme tout le monde le dit, ça c'est pas une révélation que je vais faire ici. Ça, tout le monde le dit. C'est pourquoi j'ai bien apprécié. Ça c'est pas le sujet, mais le fait que le président Kenya s'est déplacé récemment pour aller à ça, franchement, ça j'étais fier de lui. Ça l'a grandi en tant qu'Africain. Alexis Kalambri, t'es pas d'accord? Non, comme ce n'est pas le sujet. Allez-y. C'est-à-dire que c'est doublement politique. Premièrement, envoyer Mme Gbagbo à la CPI aurait envenimé la situation à l'intérieur. Et ne pas le juger aurait également créé d'autres frustrations. Donc, le président Ouattara, disons, est sur le fil du rasoir. Il a à satisfaire et la communauté internationale et une certaine opinion, surtout que en même temps, il y a des gens de son camp qui sont réclamés à corps et à cri, qu'il se trouve incapable de livrer ou même de juger. Donc je pense que
il joue très serré. Il n'avait pas d'autre solution que ça, mais c'est, comme disait le président, c'est un procès purement politique. Adam Thiam, Simone Gbagbo fait partie des 80 autres membres du FPI à comparaître le 22 octobre. Et c'est-à-dire que pourquoi Gbagbo n'est pas jugé à Abidjan et pourquoi son épouse n'est pas jugée à La Haye, c'est une bonne question, mais les meilleures questions pour moi, c'est pourquoi jusqu'à présent on ne juge que dans le camp des vaincus, hein, et donc le camp du FPI. Et en voyant Simone Gbagbo s'asseoir maintenant, ce que j'ai eu l'impression, c'est jusqu'où le pouvoir des hommes est bref et passager. Et je ne pense pas qu'on en tient compte dans nos pays. Et pourtant, on l'a vu tout de suite, mais vraiment s'asseoir une chaise, peut-être avoir peur et redevenir une personne humaine. Et nous oublions toutes les leçons, effectivement, que ça dégage. Et je pense que ce que nous devrions faire chaque fois en Afrique, c'est voir des scènes comme Madame Gbagbo en train de s'asseoir au milieu de ceux qui l'ont, de ceux qu'elle a hier insulté. Il y en a qu'elle a fait tuer, il y en a qu'elle a insulté, etc. Et la revoilà ramenée à ces dimensions de personnes humaines qui peut avoir peur, qui peut pleurer, etc. Oui, non, juste quand l'empereur romain revenait victorieux de ses conquêtes. Vous n'allez pas plagier le président du Mali encore. Et qu'il triomphait, il avait quelqu'un à côté pour lui dire César, n'oublie pas que tu es un simple mortel. Je pense que nos dirigeants, nos princes du jour ont besoin de gens à côté pour leur rappeler la redevabilité. C'est une question d'humilité. Oui, mais c'est tout. Il faut le rappeler. Je voulais juste dire qu'en ce qui concerne les droits d'auteur, tu pourrais me les régler, que je pourrais les porter. On va avancer. Maître Mamadou Konaté, voilà, Simone Gbagbo, d'abord Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, aujourd'hui Simone Gbagbo. Jusqu'à présent, aucun membre important du camp Ouattara n'est inquiété de ce qui s'est passé, alors que des rapports de la Fédération internationale des droits de l'homme et autres organisations de défense des droits font clairement état qu'il y a implication de certains proches du président Ouattara. C'est la justice des vainqueurs finalement. Oui, ça a tout l'air. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a comme un chamboulement à l'intérieur parce que des sociétés civiles ivoiriennes supposées être proches du président Ouattara sont à la réclame aujourd'hui d'une justice qui puisse s'étendre, notamment pour appréhender les autres. Ça ne peut pas continuer pendant très longtemps. La construction de l'état de droit, la construction de l'indépendance de la justice dans un pays comme la Côte d'Ivoire est difficile. Elle se réveille d'une crise. Moi-même, j'ai appelé à cela, mais je crois qu'aujourd'hui, quand on a fini de juger Simone Gbagbo, quand on a fini de juger Laurent Gbagbo, quand on a fini de juger Blé Goudé, il faudrait qu'on se regarde aussi pour voir aujourd'hui si on a jugé tout le monde. Et un certain nombre de personnes ont aussi tué dans l'autre camp. Ça ne peut pas continuer. Mais ce qui est le plus dramatique là-dedans, c'est que ces personnes ne sont non seulement pas appréhendées par la justice, mais elles sont libres de tout mouvement. Elles vont et viennent en Côte d'Ivoire, elles se déplacent, elles travaillent, elles procurent des revenus, elles sont dans le business, elles sont souvent à côté du pouvoir. Elles peuvent même faire les lois. Elles sont même couvertes. Elles peuvent même faire les lois. Elles sont même protégées. En haut ou en bas. Elles sont même protégées. Ces personnes, je parle du cas de Ouattao, qui était presque à la porte de l'arrestation, de la prison, mais on l'a exfiltré, on l'a envoyé en formation au Maroc. Mais lui, il ne fait pas la loi. Oui, mais dans tous les cas, quand même à la décharge de Ado, c'est qui c'est Ado à la décharge du président. C'est qu'il faut bien commencer quelque part. En tout cas, c'est l'argument avancé par l'autre camp. Donc, il faut bien commencer quelque part. Tout le monde est d'accord, unanime, que, disons, les exactions, ce n'est pas d'un seul camp. Mais si on finit avec un camp, on verra ce qui va se passer de l'autre côté. Non, mais ça tient quelque part. La malice, tu sais où elle est? C'est que quand on a fini de livrer toutes les personnes qu'on veut livrer à la CPI, on se contente de juger assez mollement les gens qui sont restés. Mais je suis sûr que aujourd'hui, Alexis, il y a 80 autres membres du FPI qui seront jugés le 22 octobre. Oui, non, avec le recul,
avec le recul, je suis sûr que si c'était à refaire, il n'allait pas envoyer Gbagbo aussi facilement parce que, à la limite, ça reste un caillou dans le pied. Il ne peut pas garder Gbagbo à Abidjan. Voilà. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, il prendrait le risque de le garder plutôt que de l'envoyer à la Nous avons la réaction d'Isiaka Kouma qui s'inquiète du fait que c'est pas facile pour Simone Gbagbo de bénéficier d'un procès équitable et indépendant. Vous partagez ce point de vue? Tout à fait, tout à fait. Rien que l'ambiance dans cette salle d'audience, si j'étais l'avocat de Simone Gbagbo, j'aurais eu quelques frayeurs. Et deuxièmement, elle arrive apeurée. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je dis même pas malheureusement parce que je ne voudrais pas l'être. Simplement parce que j'ai été plus catalogué de l'autre camp. J'ai été pour les généraux Koulibaly et les généraux Koulibaly, Palamfo et Koulibaly ont subi les exactions de ces personnes-là. Pour dire aujourd'hui que l'ambiance est torride pour elle. Donc en fait, procès équitable, justice indépendante, capacité de pouvoir se défendre, ce n'est pas évident. Et en plus, elle est quand même dans un monde hostile, totalement hostile. Non, en plus, on en veut plus à Simone Kaloa, oui, bien sûr. Elle était vraiment dans le camp des faucons du pouvoir. Moi, je crois que... Alors, on va progresser. Juste une minute. Moi, je crois qu'il faut pas quelques secondes, parce qu'il nous reste que 2 minutes. Il ne faut pas se faire d'illusions. Oui, si on croit qu'on va livrer les pro-Gbagbo coupables et les pro-Ouattara, ça ne va pas être possible tant qu'Alassane Dramane est au pouvoir. Parce qu'en réalité, ils l'ont aidé à arriver au pouvoir. Quel argument il va avoir au risque de créer une autre crise, même plus qu'institutionnelle, parce qu'il y aura même des chefs d'institution qui vont sauter. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui est interpellé. C'est les crimes pour lesquels ils comparaissent devant la CPI sont des crimes punis par la CPI. Et donc, c'est à la CPI de faire en sorte que ceux qui sont passibles des mêmes crimes de l'autre côté puissent en répondre. Donc, ce n'est pas mais la CPI aussi n'a pas renoncé à juger Simone Gbagbo. Est-ce qu'il ne va pas avoir un conflit entre l'État ivoirien et la CPI? C'est ce que je disais en premier, en disant le risque de contrariété de jurisprudence à ce niveau-là. Mais au-delà, on ne peut pas revendiquer une personne qui est appréhendée par sa justice nationale. Aujourd'hui, ce que l'on peut revendiquer, c'est toutes les personnes qui n'ont pas été mises en cause. Mais le risque aujourd'hui, c'est que les personnes qui n'ont pas été mises en cause peuvent l'être à tout moment par la justice nationale. Il nous reste 2 minutes. Le dernier thème de ce débat. Au Nigeria, les autorités ont annoncé vendredi avoir conclu un accord avec les groupes islamistes Boko Haram. Mais samedi, c'était la confusion. Les services de sécurité ont démenti cette information de la présidence nigérienne Adam Thiam. Pourquoi le président de la République qui annonce avoir conclu un accord, les services de sécurité qui démentent? Qu'est-ce qui se passe Non, moi je ne comprends pas ça, sauf que c'est peut-être les services de renseignement qui ont raison. Vous vous souvenez, il y a juste une dizaine de jours, on avait annoncé Chakao comme mort, il est là. Et ce n'est même pas la première fois. Et puis, bon, Jonathan Goodluck a des raisons, effectivement, de dire aujourd'hui qu'il est proche d'un accord parce qu'il va bientôt annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle. Mais c'est presque évident, effectivement, qu'il n'y a pas encore d'accord. Cette contradiction ne va pas nuire à son image. Déjà, ternie par sa manière de gérer cette crise-là. Oui, mais Goodluck, c'est Goodluck. Je pense qu'il ne faut pas dire plus. Mais en plus, il n'a pas de chance. Ce qu'il faut dire, je ne sais même pas comment on dit malchance en anglais. Ce qu'il faut dire, ce qui est grave, c'est que dire qu'on est proche d'un accord ou qu'on a eu un accord veut dire qu'on est en train de négocier avec Boko Haram. Oui, mais d'ailleurs, N'Djamena a confirmé avoir été médiateur à laquelle les lycéens seront libérés. Ça n'implique pas N'Djamena. Mais aujourd'hui, sur le principe, c'est quand même révolutionnaire pour l'État du Nigeria et Goodluck à la tête aujourd'hui d'aller négocier avec Boko Haram. Il n'y a pas eu de prémisse par rapport à ça. Et deuxièmement, aller négocier sur la base de quoi? Quelle est la contrepartie que l'on peut donner en dehors de l'argent? Si c'est juste pour aller se conforter dans une élection présidentielle, il y a un souci pour Goodluck, Jonathan. Voilà, c'est la conclusion de ce débat du dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.